Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation dédiée à Istio. Donc déjà, merci d'être venus si nombreux. Je vais essayer de vous présenter pendant ces 45 minutes en quoi Istio peut vous aider dans votre vie de tous les jours, que vous soyez développeur ou Ops. Dans les deux cas, il y aura des choses à apprendre. Alors, tout d'abord, un état de fait dans notre technologie, dans notre monde de tous les jours. On le voit. Tout change depuis des années où on est passé d'un monde monolithique où on développait des applications et on mettait tout dedans. Perso, j'ai même livré des applications en prod qui avaient leur propre base de données SQL in-memory, à un monde, grâce à Docker, où on peut casser ces monolithes pour pouvoir livrer des microservices. C'est le fameux buzzword qui commence à être bien usé d'ailleurs, et on le voit, on n'est pas tous les gros du numérique que sont Netflix, Amazon, qui ont tellement de microservices qu'on ne peut même pas les représenter sur une carte en 2D. C'est totalement inopérable dans ce monde-là. Et même si vous en avez moins, gérer et orchestrer tous ces microservices en production, c'est quelque chose de très compliqué. Est arrivé Kubernetes, qui nous a permis, donc qui est un orchestrateur pour nos workloads et qui va nous aider à faire certaines choses. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas bon sur tous les éléments et Istio va être là pour nous aider à gérer tout ça quand on déploie et on opère nos applications. Donc pour me présenter, je suis Kevin, développeur expert sur la partie Google Cloud et Kotlin, et en plus fan de CI/CD, très impliqué côté GitLab, et aussi CTO de Stack Labs. Stack Labs, c'est une société de services, mais une société de services qui fait les choses différemment. On veut le faire en prenant la tech. Donc, c'est une boîte de services fondée par des techs qui ont décidé de réinventer ce qu'on faisait. Et donc, aujourd'hui, je suis là, par exemple, grâce à la boîte qui me paye pour venir faire des confs, qui paye d'autres stackers aussi, pour donner du temps et libérer du temps pour faire de la veille, faire des contributions open source. Donc, on fait les choses différemment, avec une sensibilité très tech pour apprendre. On a des bureaux à Montréal, à Paris, à Toulouse. Et on est très ouvert sur le remote. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre ou de travailler avec nous, n'hésitez pas. On essaye vraiment de faire les choses différemment et c'est très important. Donc, on va repartir sur le sujet. Donc, qu'on prenne tous les mots que j'ai mis en introduction, les containers, Docker, Kubernetes, le cloud, Istio. Tous ces éléments, quand je les entends, généralement, j'ai cette petite réflexion de est-ce que ça nous est utile ? Alors, dans une présentation liée à Istio, ça pourrait être un petit peu particulier, mais réfléchissez bien. Ne prenez pas ces technologies parce qu'elles sont hype. J'ai aidé des clients qui ont déployé un microservice, qui n'était même pas un microservice de toute façon, dans un Kubernetes on-prem avec Istio. Ils ne comprenaient pas pourquoi ça ne marchait pas, ils avaient du mal à opérer la plateforme. Une simple VM aurait répondu aux besoins. Donc encore une fois, ce n'est pas parce que c'est hype qu'il faut le prendre, il faut que ça vraiment règle des problèmes pour vous. Donc on va regarder l'histoire d'Istio. Donc Istio est un projet qui a été développé par Lyft, donc un concurrent d'Uber, IBM et Google. Google avec l'expertise en plus Kubernetes. Et ces trois-là, dès le départ, se sont alliés et ont fait ce projet en mode open source. Tellement dès le début qu'ils ont publié la 0.1.0 sur GitHub. À l'époque, rien ne marchait. Quasiment toutes les features étaient présentes, mais vraiment, c'était pas sec. Et au fur et à mesure, plus d'un an plus tard, la première prod ready est arrivée. Pour vous dire, pour cette présentation, j'ai interviewé des entreprises qui avaient choisi d'utiliser Istio même avant la version prod ready. À tel point, ce produit répondait à un besoin de production pour certaines équipes, et au-delà du fait que ce n'était pas encore sec. Et je peux vous dire qu'ils ont souffert. 9 mois plus tard, on a eu la fameuse 1.1 qui est Enterprise Ready, vous voyez la notion, qui a fait mal, parce que en fait, le truc, c'est que toutes les features étaient là depuis le début, mais les mettre à jour était compliqué entre une version prod ready et une autre. Et aujourd'hui, je ne vais pas toutes vous les faire, on est à la 1.11. Le leitmotiv d'Istio dans chaque release, c'est simplifier la vie des devs, simplifier la vie des ops et améliorer les performances du système. Donc vraiment, c'est rare dans un projet de dire quasiment tout était là au début. Les killing features, elles étaient là, sauf que elles se sont améliorées avec le temps. C'est un projet qui est assez jeune. Alors, il faut rationaliser. Au final, il a plus de la moitié de l'âge de Kubernetes. Donc, on commence à avoir quand même quelque chose d'assez utilisé, d'une part, et surtout avec, encore une fois, pas mal de features extrêmement intéressantes. Donc, le but principal d'Istio, le but principal, quand on regarde la doc, ça va être d'écrire des microservices de niveau prod qui vont être fiables et peu couplés. Ça, c'est un des aspects importants.
Mais en plus, pour moi, c'est d'être technologie agnostique. Donc, vous n'allez pas être lié au langage ou au framework de l'entreprise. C'est le framework d'entreprise, là, moi ça me fait toujours frissonner quand on en parle, qu'on est obligé de tirer juste parce que c'est comme ça qu'on fait. Ni même les librairies Cloud Native ou ce genre de choses qui vont vous permettre de travailler dans des environnements. Netflix en a publié certaines. Elles sont très bien au demeurant, mais des fois, j'ai peut-être pas besoin de tirer un truc de la JVM si je peux faire un petit bout de truc en Python, par exemple. Et aussi en termes d'infrastructure. Alors majoritairement, je vais vous parler d'un contexte Kubernetes, mais factuellement, ce n'est pas lié qu'à Kube, et on le verra sur un exemple. Vous pouvez intégrer ça dans d'autres systèmes, voire même intégrer des VM, ce qui peut être très intéressant. Et donc, Istio va vous aider à plusieurs niveaux. Observer, connecter, contrôler et sécuriser vos workloads dans votre cluster. Et la chose qui me semble extrêmement importante et qui aujourd'hui n'est toujours pas réglée, c'est Istio, c'est un outil distribué pour vos développements distribués. Et en ça, généralement, quand on travaille dans son IDE, on a un autre IDE. La requête, elle part vers un service externe. Il faut que vous ouvriez un autre IDE. Istio a été pensé dès le départ pour pouvoir travailler sur une quantité de services déjà déployés en parallèle. Donc, ce n'est pas un équivalent d'un IDE, loin de là, mais ça a vraiment été pensé pour être multi-application. Si on regarde son architecture, moi, quand je me représente les choses dans le monde de Kubernetes et des workloads que je déploie, Kube, pour moi, c'est la partie basse. C'est la partie qui va provisionner des nouvelles nodes, que ce soit sur un cloud provider ou on-prem, qui va lancer des jobs, des workloads ou quoi que ce soit. C'est le truc tout en bas. En haut, c'est mon appli. Généralement, une boîte noire qui reçoit des requêtes HTTP, qui stocke des datas dans une database et qui répond sur le même tuyau que le départ. Et si on regarde où Istio se place, c'est un service mesh, donc un autre buzzword au passage, qui vient se mettre au milieu et qui va prendre le contrôle sur le réseau. Et la première fois que j'ai vu ça, c'était un petit peu bizarre comme principe, parce que le réseau, dans Kube, il est déjà géré. Il y a les fameux CNI, mais il est géré aussi pour certaines particularités. Par exemple, les network policy. Istio peut le faire aussi, mais il va le faire niveau 7 de la couche OSI, là où Kube peut le faire que niveau 4, donc IP plus port. Donc, il y a un petit overlap entre les deux. Mon appli, que je vais déployer sans Istio avant, potentiellement, elle avait une gestion du retry des requêtes HTTP. Istio peut le faire aussi. Donc, faites attention de qui va faire quoi dans ce modèle, parce que vous pouvez tout casser avec ce genre de choses, ou avoir ce qu'on appelle une retry storm, si Istio est en retry x3 et votre app aussi. Ça va faire 9 retry, vous allez peut-être casser des choses. Donc bien faire attention de qui fait quoi. Et ensuite, dans son architecture, c'est un modèle qui maintenant commence à devenir courant dans le monde de Kubernetes, c'est le data plane et le control plane. Le data plane va être sous la forme d'un proxy qui va être déployé à côté de vos apps. Donc, dans un sidecar, alors la notion de sidecar est toujours pas spécifiée côté Kube, mais c'est pas grave, c'est un deuxième container qui va tourner à côté de votre app. Ici, par exemple, une app Micronaut Kotlin. Et quand votre app va faire un appel à l'extérieur, en fait, le proxy et un init container auront réécrit les règles IP-tables dans le pod, et votre app, au lieu de parler à l'extérieur, elle va parler au proxy. Et quand elle va vouloir appeler un autre service, cet autre service sera proxifié aussi. Donc, toutes les communications à l'intérieur de votre cluster se feront proxy à proxy. Et c'est comme ça qu'on arrive à prendre la main sur le réseau pour ensuite pouvoir en faire plein de choses intéressantes. Et vu qu'on est au milieu, qu'on a accès à tout ça, toutes les informations de la quantité de bytes transférés, la vitesse, le nombre de requêtes par seconde et autres, tout ça, le proxy les a, ces infos, et va pouvoir les envoyer à des services externes, à PagerDuty, Cloud Monitoring, New Relic, Datadog, peu importe. C'est l'un des projets, d'ailleurs, cette partie-là, les plus avancés en termes de pluggability des systèmes d'observabilité. Et ça, on les a built-in parce que c'est le proxy qui le fait et pas votre app. Et ensuite, il y a la partie control plane. Donc cette fois-ci, il n'y en a qu'un. C'est un pod, alors après qui peut être scalé, qui s'appelle IstioD et qui va avoir plusieurs fonctions. La première fonction, c'est de pilotage. Moi, j'aime bien en formation le décrire comme c'est une base de données. Vous avez toutes les règles de pilotage de votre trafic qui vont être stockées dans le pilot et qui vont être dupliquées au niveau des proxys. Donc, c'est une base de données éventuellement consistante entre l'élément primaire qui est le pilote et tous les followers qui sont les proxys. Et ensuite, il y a une partie dédiée à la sécurité qui va être une partie importante qui va nous permettre de faire des choses un peu plus avancées en termes de sécu.
Et tout ça, donc si on regarde le graphique, avant, on n'avait que ces deux services et on gagne toute la partie sous-jacente avec les proxys dans nos namespaces et avec l'Istio System qui contient Istio-D. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter tous les avantages de ces 4 éléments et tout ce que Istio nous permet de gagner grâce à ça. Donc, l'observabilité. Pour moi, l'observabilité, c'est la killing feature dans le monde Istio. C'est-à-dire que même, et spoiler alert, tous les clients avec lesquels je travaille, ils n'utilisent pas ce que je vous montrerai après. La seule chose qu'ils voulaient, c'est de l'observabilité built-in sans modifier leurs apps, parce qu'ils utilisent des apps qu'ils ont développées peut-être il y a 2 ans et qu'ils ne veulent pas rebuilder parce qu'ils ne savent même pas s'ils savent le faire, voir s'ils ont des appliances ou quoi que ce soit, des trucs qui tournent et qu'ils ne peuvent pas rajouter de l'observabilité dedans. Et là, grâce à Istio, vous pouvez le faire. Istio va vous installer, donc vous avez le proxy d'une part qui collecte, et il va vous installer dans sa version open source plein d'outils, à vous de les choisir bien sûr, qui vont vous permettre d'avoir un max d'informations et de visualisation dans vos applications. Donc si on regarde, ici j'ai un petit bout de code, alors je l'ai écrit en réactif pour que ce soit un peu moins lisible volontairement. Si vous voyez la différence entre ces 2 lignes, alors j'ai nommé parallèle et séquentiel, j'ai un peu la réponse dedans, la seule différence ce sont ces lignes-là. C'est une requête va être faite en parallèle d'une autre, ou il y en aura 2 autres en séquentiel en fonction de quelle méthode on appelle. Dans vos tests end-to-end ou d'intégration, peu importe, ça passera. Vous aurez juste créé un goulot d'étranglement inutile. Et donc là, avec Istio, vous allez clairement vous rendre compte que là, on voit entre ces deux spans qu'il y a du temps perdu. L'un attend l'autre. Alors, on est à une échelle de la milliseconde, donc c'est peut-être pas flagrant. Ici, là, on voit clairement que mes requêtes peuvent être en parallèle. Ici, j'ai quelque chose qui me permet de voir a posteriori le comportement et les goulots d'étranglement dans mon application. Et ça, c'est avec Jaeger. Ensuite, Kiali, c'est un projet Red Hat qui est vraiment génial, qui en fait est quasiment là. Au début, il permettait d'aider dans le monde Istio. Maintenant, c'est devenu quasiment l'alternative au cloud console des cloud providers et sur certains aspects, les mêmes meilleurs. Donc, on le verra dans la démo, il est très très pratique. Il vous permet de voir tous les workloads, votre configuration, d'extraire les logs, les YAML, les requêtes entrantes, sortantes de chacun des pods. Donc vraiment quelque chose de très complet qui évolue très bien, très vite. Donc franchement, Red Hat a vraiment fait un super travail sur cette partie-là. Et la dernière, donc Grafana, qu'on ne présente plus aujourd'hui. Je crois qu'en une journée hier de conf, j'ai vu 3 presses qui parlaient de Grafana. Grafana pour du dashboarding. L'avantage, c'est que vous n'aurez pas à vous taper toute la configuration des dashboards, parce qu'Istio va automatiquement, quand vous allez publier un nouveau service, remplir tout ça et créer des nouveaux dashboards liés à vos services. Donc, si vous voulez suivre de manière pertinente et pointue vos workloads, vraiment, c'est le truc à avoir. À l'époque, on avait des open space, on en mettait même sur des écrans dédiés pour pouvoir voir ce genre de choses et là, voir que j'ai éteint un pod, j'ai eu un pic d'erreur 500. Et tout ça vient gratuitement. Alors, gratuit, ce n'est pas parce que c'est que de l'open source. Il faut faire attention, c'est de la data qu'on va voir, qu'on va gérer. Et cette data, il faut en prendre soin. Vous savez à quel point c'est compliqué de gérer de la data dans un cluster cube. Donc, si cette data et si ces outils ne sont pas up quand vous en avez besoin parce que vous avez un problème, il y aura des problèmes. Ce n'est pas juste d'avoir des beaux dashboards qui disent tout va bien tout le temps et quand ça plante, ça plante. Donc faites-y attention. Potentiellement, il y a des solutions pour extraire, mais configurez bien pour que quand un des pods ou des outils de monitoring tombe, au final, il n'y a plus rien qui marche. Allez, on va voir comment connecter toutes ces applications. Alors, dans le monde Istio, c'est du YAML, vous l'imaginez bien, avec Kubernetes, mais ne laissez pas tomber les YAML que vous connaissez déjà. En fait, c'est juste une surcouche des éléments, des primitives de YAML en plus. Et ces primitives vont se baser sur ce que vous avez déjà écrit. Donc l'avantage, c'est que sortir d'un monde Istio pourrait aussi être pratique juste en retirant les éléments liés aux API version et au kind d'Istio. Il y a 4 primitives que je voulais vous présenter. La première, c'est le virtual service. Vous avez la définition de la doc à gauche. Moi, ce que j'aime bien dire aussi en formation sur cet élément-là, c'est que je vous ai présenté ça comme du routage. On ne va pas configurer un Nginx ou autre, on va configurer Istio. Mais en fait, le virtual service, c'est la manière dont sort une requête HTTP quand votre appli fait un appel. Donc, l'exemple que je vous montrais tout à l'heure, c'est mon appli Micronaut Kotlin. Quand ça sort, elle va envoyer une requête vers l'extérieur. Donc c'est là où on va faire ce routage sortant.
Et son pendant, c'est le destination rule, qui lui, c'est quand une requête va arriver sur un proxy, comment il va le router sur les potentiels receveurs de cette requête. Et c'est vraiment les deux ensemble qui sont très intéressants. Un autre élément très pratique, quand on dev, on travaille très souvent dans son environnement et on n'a pas accès à des environnements tiers, mais en prod, on se retrouve tous au même endroit. Le service entry permet de dire au système, ah bah tiens, il y a un truc qui est à l'extérieur, mais comporte-toi avec lui comme s'il était à l'intérieur. Et grâce à ça, ça va vous permettre d'avoir quasiment les mêmes YAML. Et en prod, vous allez juste enlever le service entry, par exemple, pour utiliser ce que l'autre équipe a fait quand vos services vont se connecter. Et un élément très important et qui a inspiré d'ailleurs la refonte de l'ingress de Kubernetes, qui sera l'API, la gateway. Dans Istio, cette gateway, en fait, il y en a deux. C'est un pod, tout simple, donc il n'y a pas d'appli à côté, il n'y a pas votre appli à côté, c'est un pod qui va être déployé juste avec le proxy et qui va recevoir les requêtes et les router à l'intérieur de votre cluster, parce que c'est intéressant d'avoir des trucs qui se passent à l'intérieur, mais encore, vaut mieux exposer nos services. Et ce qui est pratique avec Istio, c'est qu'il expose aussi une egress gateway qui va vous permettre de configurer comment sortent les requêtes de votre cluster aussi. Et donc, si on regarde comment connecter ces services, au final, le virtual service, vous voyez les liens qui sont évidents entre les hosts à gauche et à droite et les différents éléments pour pointer sur des pods qui vont bien. Donc, à gauche, c'est comment on sort d'un proxy, à droite, c'est comment on rentre et on gère une requête. Et donc, maintenant qu'on sait connecter les éléments, on va contrôler ce qui va se passer au niveau du proxy et d'Istio en général. Et peu importe la complexité du maillage de microservices que vous avez, je vous ai déjà montré les primitives les plus importantes. Il n'y a pas beaucoup plus de choses à connaître à ce niveau-là, parce que, je vous ai caché un truc dans le slide d'avant, il y a un critère qui s'appelle match, qui est un objet vide. Donc match, aucun critère, ça veut dire tu matches tout, tu prends tout et tu envoies. Mais avec ça, on va pouvoir jouer et régler et dérouler plutôt ce que j'appelle le go-to-production flow. C'est comment, dans un monde Istio, j'ai une application qui n'a pas connaissance d'Istio, qui ne sait pas comment ça fonctionne autour, mais je vais prendre cette application et je vais la déployer en prod. Et ce, de manière beaucoup plus fiable, parce que perso, prendre une appli, changer l'image du deployment et faire un kube-apply, au bout de 5 minutes, je suis dans la version supérieure et mon appli est déployé. Et si j'ai un problème, je pleure et mes utilisateurs pleurent. Là, l'avantage, c'est qu'on va vraiment faire quelque chose de beaucoup plus efficace de mon point de vue. Donc la première chose, c'est le traffic mirroring. Ça fait toujours très peur. Cette partie, beaucoup l'appellent le test en prod. Pour moi, c'est la meilleure solution pour tester une application. Parce que la prod, généralement, des fois, des clients n'ont pas le même environnement en test et en prod. Donc déjà, on n'est pas sur les environnements cohérents pour tester. Mais surtout, le trafic de prod, c'est ce qui est le plus important. Si ça marche en prod, vous pouvez rentrer votre week-end, il va être tranquille. Donc tester à cet endroit-là, c'est la meilleure des choses. Mais il ne faut surtout pas impacter vos utilisateurs. Parce que si vos utilisateurs sont impactés, là, ça va être beaucoup moins rigolo pour le week-end qui arrive d'ailleurs. Donc, tester en production et faire du mirroring, ça revient juste à modifier une règle de YAML. Dans ce YAML, je vais juste dire, tu mirrors tout le trafic qui arrive sur un autre subset de pod. Et grâce à ça, le système, donc là, je vais vous le montrer sur une démo avec Kiali, je vais essayer de rien faire tomber, ce serait cool. Vous avez Kiali à gauche, vous voyez les petites animations normalement, des petites bulles, qui se sont peut-être masquées d'ailleurs. Hop, on va regarder. Non, c'est bon, il y a les trafics animations, vous les voyez ici. Donc là, on voit qu'on part vers V1. Je vais lancer la démo. J'ai lancé ici une requête en boucle, un curl, qui va appeler. Et on va juste là livrer la V2 du middleware. J'espère que c'est assez gros pour être visible. Donc là, ce qu'on va faire, vous voyez que le V1 reçoit, donc là, le V2 reçoit du trafic. Donc je vais déployer le système standard. Donc là, c'est ce qu'on vient de voir. Alors j'ai un petit peu moins. Hop. Voilà, les deux YAML dont on parlait. Donc, je vais appliquer les éléments. Donc là, il y a du mirroring. Alors, il y a un petit peu de latence. On n'est pas forcément sur du temps réel au niveau de cette UI. Elle se rafraîchit toutes les 10 secondes et elle montre le trafic qui est arrivé dans le système sur la moyenne de la dernière minute. C'est le plus bas, la plus basse fréquence que je peux vous présenter. Mais là, donc, vous voyez que V1 reçoit du trafic et V2 commence à le recevoir. Mais mon utilisateur qui appelle le système en mode standard, lui, ne se rend compte de rien. Il a clairement juste son trafic a été utilisé pour tester l'application qui est à côté. Donc là, c'est les slides de backup. Le truc, c'est que
le proxy l'envoie vers V2 en mode fire and forget. Ça plante pas, il s'en fout. Le but, c'est juste d'envoyer du trafic. Par contre, si vos applis font des inserts, vous allez avoir du double insert. Donc, à vous de faire attention s'il y a des effets de bord dans vos applis, à bouchonner ces éléments-là, stocker dans une note BDD, envoyer dans dev nul ou quoi que ce soit. Faire attention pour éviter de casser la prod. Et là, vous allez monitorer vos apps. Vous allez voir, est-ce que le trafic il est bien pris en compte? Est-ce que mon appli elle consomme pas 10 fois plus de RAM ou 10 fois moins ou quoi que ce soit? Le CPU s'emballe. Je monitore. Déjà, grâce à ça, je suis capable de dire que le système marche. On peut faire des choses plus poussées. Là, j'ai mis un microservice entier, mais on peut le voir. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle du Canary Deployment. Certains d'entre vous utilisent peut-être Chrome en version Canary. En fait, c'est le fait de choisir pour un utilisateur, je veux une version nouvelle. La version standard existe, mais je veux faire des tests sur une version particulière. Le Canary, là, il va se montrer avec la notion de j'ai un header HTTP qui va me permettre de dire envoie-moi sur la version bêta. On peut le faire sur plein de critères. Là, je le fais sur le header version égale bêta. Et ça m'enverra sur une autre version en parallèle. Si on le fait avec la démo, donc là, hop, je vais couper, je vais lancer quelque chose. Donc là, vous voyez que vous êtes en V1 aussi. Là, c'est des requêtes qui envoient le header bêta. Donc c'est ce YAML-ci qui va être présenté. Hop, on l'envoie, kubectl apply, ça va appliquer cet élément-là, et on va commencer à voir que là, V1 n'a pas de problème, et V2 est apparu sur le curl qui envoie ce header. Grâce à ça, j'ai pu facilement router du trafic pour certains utilisateurs à partir d'un discriminant qui m'est propre. Là, j'ai choisi le header, on pourrait le faire avec d'autres éléments. Et donc là, le système, il n'y a plus de fire and forget, il n'y a plus de mirroring, j'ai juste choisi de faire ça et ça me permet de tester mon application pour un subset d'utilisateurs. Et encore une fois, juste avec du YAML, ce qui est vraiment très pratique. Et comme je le disais, on n'est pas obligé de faire ça sur tout un microservice. Il y a plein de critères, surtout au niveau HTTP, les URI, les passes, les headers, les ports, même les pods sources, potentiellement, si vous avez un workflow avec 3 trucs que vous montez en parallèle, en version en parallèle, vous pourrez très bien discriminer comme ça, ce qui doit permettre le choix du routing. Et il y a même des choses encore plus monstrueuses à faire, intéressantes mais monstrueuses. Je travaillais avec un client qui n'avait pas la capacité d'ajouter dans son environnement un header parce que ça lui mettait 6 mois à redéployer. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des trucs qui étaient injectés dans les load balancers des cloud providers. On avait l'IP appelant du client qui n'allait pas changer d'IP du jour au lendemain. Et on a collé une règle de routage pour lui, ce client, l'envoyer toujours sur la V2 plutôt que sur la V1. Et comme ça, lui pouvait faire ses devs sans avoir à modifier son code directement sur notre environnement qui allait bien. Donc encore une fois, extrêmement simple. Ça, je ne conseille pas de le faire, mais des fois, on n'a pas le choix. Et donc là, j'ai mon appli. Je l'ai testé dans certains cas. Je l'ai testé en mirroring, je l'ai testé avec certains users, c'est cool. Est-ce qu'on redéploie tout? Perso, toujours pas. Je suis toujours un peu frileux sur ce coup-là. Pour moi, redéployer, il faut que je puisse que ce soit graduel. Parce que même si c'est du trafic de prod là que je vais prendre de manière globale, faire du 0 à 100 d'un coup, ça me gêne. Et avec Istio, vous allez pouvoir faire vraiment du graduel avec du pourcentage de trafic, donc ce qu'on appelle le traffic splitting, et dire, encore une fois, c'est quelques caractères dans un YAML, t'envoies 90% sur la V1 et 10% sur la V2. Alors là, c'est sur la partie de la presse qui est la plus compliquée en termes de démo parce qu'on est sur des ratios qui vont changer au fur et à mesure du temps. Donc si j'applique les YAML, allez, vas-y. Donc là, vous allez voir que V1 revient ici parce que j'applique pour toutes les requêtes. Donc même si j'ai mon version bêta, je partirai sur V1. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez voir apparaître, donc là on fait du 90-10, vous allez voir certaines requêtes qui vont passer à gauche en V1 ou en V2. Ça va être en fonction des cas. C'est une probabilité, c'est le système qui route comme il faut. Et petit à petit, je vais appliquer des choses supplémentaires pour passer de 90-10 à 80-20, 50-50 dans ce cas-là. Donc le V2 va apparaître de plus en plus dans le système. Et là, à gauche, sur les graphes, alors ça reste encore une fois latent sur la dernière minute, vous allez voir des requêtes passer et de plus en plus aller vers V2 et non plus vers V1. Et jusqu'à ici, finir, on est 100% sur V2. J'ai effectué
la livraison de mon application juste en modifiant quelques éléments au niveau YAML pour me permettre d'avoir un flux de livraison qui soit beaucoup plus simple. Donc là, c'est les slides de backup au cas où, parce qu'on n'est jamais sûr avec les démos. Et encore une fois, quand on fait ça, on suit s'il y a des erreurs 500 sur le système, on suit le monitoring, on suit la consommation, parce que rien ne nous dit, c'est pas parce qu'on a fait 2-3 types de tests avant que ça va continuer à passer. Et donc grâce à ça, on va pouvoir revenir en arrière si vous voulez repartir sur la V1 parce que vous vous êtes rendu compte que non, il y a un truc bloquant en V2. Et à la fin, la fameuse livraison 0-100%. Donc mirroring, canary, traffic splitting, tout ça, ça nous amène jusqu'à livrer une release en prod sans aucun downtime. Et ça, on peut vous l'assurer qu'il n'y a aucun downtime parce qu'on n'a jamais éteint l'appli en V1 et l'appli en V2. Les deux sont toujours là. Même si elles ne reçoivent pas de trafic, ça vous permet d'avoir ces deux workloads toujours présents. C'est juste le proxy qui, en fonction des cas, va envoyer à gauche ou à droite sur les versions. Et ça, vraiment, c'est une plus-value énorme pour pouvoir livrer dans un environnement cube tous les jours. Donc, livrer comme ça, c'est top parce qu'on est safe, mais le faire tout le temps, parce que le déploiement, c'est une étape cruciale, mais aussi être résilient le reste du temps. Et Istio, avec son architecture, va pouvoir nous permettre d'être résilient plus souvent. Et on va pouvoir donc prévenir tout ce qu'on appelle les erreurs. Tout ce qu'on faisait dans notre code, là, on va pouvoir le mettre au niveau Istio. Je vous parlais tout à l'heure du retry. Je ne sais pas vous, moi, tester. Si j'écris une ligne de code, je la teste. Et tester un retry, il n'y a rien de plus chiant. Et au final, si quelqu'un se plante et qu'on ne le teste pas et met un retry 3000 au lieu de 3, je pense qu'on va avoir des problèmes. Là, l'avantage, c'est que ça ne doit pas faire partie de votre code. Votre métier, ce n'est pas d'implémenter des trucs de retry, hormis si vous développez la lib qui fait du retry. Donc là, avec Istio, c'est l'infrastructure qui va le faire. Et on va juste mettre un retry avec des potentiels back-off et ce genre de choses. Et en fait, votre app, elle ne saura jamais ce qui se passe sur le réseau. Elle va faire un appel, ça partira sur le proxy, un seul appel. Le proxy va faire le premier appel. Il échoue. OK. Je refais le proxy et on lui a dit de refaire un appel. Il va rééchouer. OK. Je continue. J'avais un retry x3. Le troisième, c'est bon, il est passé. Il est passé. J'envoie la réponse à l'application. L'application n'a rien vu. Elle croit qu'il y a eu juste un appel avec un peu de latence, forcément. Mais au moins, vous n'avez pas embarqué ce genre de choses dans votre application. Un autre élément, c'est le rate limiting. C'est pas forcément le truc que j'aime le plus, mais très souvent, on prend des workloads qui n'ont pas été pensés cloud, qui ne savent pas encaisser les requêtes, qui n'ont pas été pensés pour ce contexte-là. On les prend, on les livre, et après, on nous appelle en nous disant « elles ne tiennent pas la charge ». Et ça ne sait pas ce qu'elle est. Avec le rate limiting, vous allez pouvoir empêcher qu'elle se fasse trop attaquer en termes de requêtes parce que les autres systèmes, eux, savent monter en charge comme il faut. Donc là, les paramètres que j'ai mis là, ne les mettez jamais en prod, c'est beaucoup trop violent. Mais là, j'ai dit que si il y avait trop une requête qui allait pas, le système allait une requête en parallèle. S'il y en a une deuxième pendant ce temps-là, tu la jettes. Donc, si on se le représente, l'application appelle le proxy, sans le savoir encore une fois, ça appelle l'appli distante. OK, s'il y a quelqu'un d'autre qui appelle en même temps, l'erreur, le truc finit en erreur 500. Et là, vous allez pouvoir mettre un retry qui va refaire ce qu'on a vu tout à l'heure pour pouvoir potentiellement ordonnancer les appels. C'est une manière de faire. Ça permet d'acheter du temps et de solidifier votre infra avec des workloads qui, des fois, ils sont chiants, mais on doit vivre avec. Donc, c'est plus important niveau business. Et ensuite, une stratégie que j'aime beaucoup, c'est le pull ejection. Dans le monde cube, généralement, quand un truc ne marche pas, on le bute. Quand un truc n'est pas ready, pas live, on le bute. Ça peut avoir des inconvénients parce que peut-être qu'on est tombé sur une appli qui, à un certain moment, il y a eu un garbage collector qui s'est lancé, il y a eu un job qui s'est lancé. Il y a quelque chose qui fait que cette appli, elle n'est pas dans un état cohérent, mais on ne va pas la stopper pour autant parce que si on la stoppe, ce qu'elle a fait, il va falloir qu'on reparte de zéro, ça va coûter. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est dire, encore une fois, des paramètres à ne pas utiliser en prod. S'il y a une erreur sur un pod, tu vas mettre, dans un laps de temps de 5 secondes, tu vas mettre l'application au frigo. Donc, comment ça se représente ? Mon app fait son appel. L'app en face va répondre en erreur. Istio ne va pas l'éteindre. Il va la laisser, sauf qu'elle ne fera pas plus partie des règles de routage. Et donc, l'application va pouvoir se remettre dans un état
cohérent. Imaginez, vous avez lancé un curl qui lance sur un endpoint un job HTTP. Le problème, c'est que ce job, il peut très bien coûter très cher, charger beaucoup de data. Le tuer, aller arrêter le job, on évite. Donc là, le système va la laisser tranquille. Le monde va continuer à avancer. Il n'y aura pas de scaling sur les autres. Donc on aura toujours, par exemple, là, 3 instances, mais plus que 2 qui vont encaisser le trafic. Et derrière, la troisième, elle va rester tranquille jusqu'à ce que ce temps défini dans la conf passe. Et ensuite, elle va être réintégrée dans les règles de routage. Et peut-être qu'elle sera capable de retraiter les requêtes comme il faut. Et donc, encore une fois, tous ces éléments-là, c'est censé vous faciliter la vie, tant en termes opération qu'en termes de développement, parce qu'on ne va plus coder ce genre de choses dans nos applications. Et ça, franchement, en termes de dev, on se focus sur de la valeur. Et désolé, faire du truc, des retries dans mon code, non merci. Mais puisqu'on peut faire plein de choses, on va pouvoir s'amuser aussi. On va pouvoir injecter des erreurs dans notre système. Parce que, déjà, c'est un concept qui est intéressant, c'est que si on injecte nous-mêmes les erreurs, c'est qu'on sait où vont être les problèmes. Et donc, on va pouvoir très facilement les régler. Quand il y a une erreur de prod et qu'on ne sait pas, c'est beaucoup plus complexe. Si je prends un exemple de code que j'utilise assez souvent, je vais taper dans un cache de premier niveau qui est proche de moi et qui a des datas. Sinon, j'appelle une BDD, et pour éviter de surcharger la BDD, donc j'ai ce cache. Le problème des caches, c'est qu'ils sont tellement performants que tuer le pod du cache, le cache va remonter très vite, et donc au pire, il sera vide. Donc si je veux tester ça, en test unitaire, ça passe. En test d'intégration, je vais avoir du mal à tomber dans le cas où le cache n'est pas opérationnel. Et grâce à Istio, vous allez pouvoir injecter des erreurs pour tester votre résilience. En fait, vous allez pouvoir dire au système, bon, sur ces requêtes-là, entre tel truc et tel truc, tu mets des erreurs 400 toutes les 10% du temps. Oui, il va y avoir peut-être des problèmes, mais au moins vous savez pourquoi il y a un problème et ce qui a causé le problème, puisqu'en retirant ce YAML, le système va remonter normalement. Et grâce à ça, vous prenez de l'avance. C'est ce qu'on appelle le chaos engineering. Dans certaines équipes, ils publient ces YAML sans prévenir les équipes. C'est une technique comme une autre. Là, l'avantage, c'est que ça vous permet de tester que les choses vont bien. Il n'y a rien de pire qu'avoir un cache qui, quand il tombe, votre appli tombe avec, parce qu'elle ne sait plus communiquer avec le cache et elle n'appelle plus le reste du pipeline. Donc ça, vraiment important. Et vous pouvez le faire, pas sur toutes les un énorme microservice, vous pouvez le faire sur n'importe quel critère qu'on a vu avant, les passes, les URI et quoi que ce soit. Donc vraiment, encore une fois, avec une finesse qui va vous permettre de ne pas tout planter dans votre système, mais encore une fois, d'analyser si tout se passe bien. Et encore une fois, vous observez avec tout l'outillage qu'on a vu avant. Dernière partie sur la sécurité. Donc la sécurité, ça va vraiment être un élément extrêmement important parce que vu qu'on a la main sur le réseau, on va pouvoir faire plein de choses avec. Est-ce que je vois chez beaucoup de clients, et on a tendance à pester quand on nous le demande, mais je le recommande et on l'a encore vu hier dans une autre presse, c'est le fameux mythe de la forteresse. Parce qu'on est à l'intérieur de notre cluster, on n'a pas besoin de sécuriser, tout va bien. Non, c'est faux. Sécurisez le trafic même à l'intérieur de votre cluster. Et avec du mutual TLS, on sait que c'est chiant à implémenter. C'est chiant à gérer déjà quand on a 2 fois la même technologie sur 2 microservices. Mais je vous ai dit tout à l'heure, dans le microservice, on peut faire des trucs dans plein de technologies différentes. Donc implémenter du MTLS entre du Go, du Java, du JS, franchement, c'est une horreur. Voire même tirer une JVM juste pour faire un appel HTTP parce que je sais le configurer. Le MTLS, ça me saoule. Et d'ailleurs, même lire la doc de curl pour faire du MTLS, ça me saoule un peu. Donc, ce que Istio va pouvoir faire, c'est vous aider à sécuriser ce trafic avec, encore une fois, du YAML, mais juste en déclarant que la peer authentication, donc c'est l'élément à gauche ici, elle va être en mode strict, et ensuite, à droite, vous le voyez avec l'étoile que j'ai mis en surbrillance, tout ce namespace-là sera en mutual TLS. Et donc, juste avec ces éléments-là, le Istio-D, donc sa partie citadelle, va venir sur les proxys, publier des certificats, et les proxys vont utiliser ces certificats et s'assurer que celui qui me parle, c'est bien celui qui a le droit de me parler. Et donc vérifier ce genre de choses. Et n'oubliez pas, quand on fait ce genre de sécurisation, les certificats, il ne faut pas les publier une fois, il faut les faire tourner. Istio va les faire tourner pour vous automatiquement. J'ai déjà vu des clients qui publiaient les certificats en mode YOLO, ils étaient dans le code source de l'appli d'ailleurs, clean, et qui compilaient ça, ils livraient, et les certificats tournaient pendant 10 ans. C'est pas ça, gérer une PKI. On fait tourner les certificats. Et encore une fois, on a la main sur le réseau, donc on va pouvoir déléguer des choses qui ne sont pas métiers
à notre proxy. Et l'authentification et l'autorisation peut être faite directement avec Istio. Si vous utilisez des tokens JWT, par exemple, JWT est émis par un issuer. Vous pouvez déclarer celui de Google, par exemple, ou un Keycloak, si vous êtes sur un Keycloak. Et ensuite, vous allez avoir un truc qui ressemble un peu à de l'IAM/Airback, on le définit comme on veut, qui va dire qui peut faire quoi, sous quelles conditions. Et donc là, si on regarde de haut en bas, on peut accéder à l'application UI. Donc là, c'est autorisé sur le endpoint order/étoile en get si dans mon token JWT, j'ai le claim group défini à customer. Donc qu'est-ce qui va se passer quand je vais déclarer ça? Le token JWT arrive dans le header d'autorisation, le proxy le reçoit, le décode, vérifie le claim group, il est à customer, c'est bon, tu passes. Je t'envoie vers l'application qui est derrière dans le même pod. Si c'est Anonymous, autre chose qui ne correspond pas à la règle qu'on a écrite avant, eh ben, tu dégages erreur 403 et le système appelant doit se débrouiller avec ça. Et donc là, on a géré cette logique hors de notre application. Elle n'a pas forcément besoin de connaître la logique de gestion. Alors c'est du coarse grain, hein, on est au niveau, on est qu'au niveau endpoint. Si vous voulez faire des choses plus bas niveau dans votre appli, ça sera un peu plus compliqué. Mais là, déjà, vous allez pouvoir gérer tout ça au niveau de l'infrastructure et plus au niveau applicatif. Donc, observer, connecter, contrôler, sécuriser les applications, c'est vraiment ce que va vous permettre Istio et vous faciliter la vie pour faire tout ça sans vous prendre la tête surtout. Moi, je suis dev au niveau applicatif, je veux retirer ça. Et les ops, au moins, ont la main sur ce genre de choses qui est vraiment très pratique. On peut même aller plus loin avec tout ça. Là, je viens de vous parler du token JWT. Il y a un exemple qui peut être intéressant, c'est qu'on va pouvoir, via ce proxy, dont depuis tout à l'heure je ne le nomme pas, c'est Envoy, donc c'est un proxy en C++, on va pouvoir, alors c'est pas sexy, du Lua dans du YAML, on a tous nos problèmes, c'est quasiment un hello world que vous voyez sur l'écran, c'est je vais pouvoir mettre du code qui va réagir sur la réception d'une requête dans le proxy et sur la réponse. Donc là, je vais injecter le nombre de bytes et des paramètres directement. Mais on pourrait très bien se dire que j'ai reçu le token JWT, si je le décode, j'extrais le claim et je le mets dans un nouveau header, mon appli, elle n'a même plus besoin de savoir le protocole d'authentification qui est utilisé, le token JWT. Donc plus de lib JWT à charger, plus rien à faire. C'est le proxy qui va tout faire. Demain, vous changez de protocole de connexion, Biscuit par exemple, et vous pouvez techniquement et logiquement extraire cette info, le résultat de l'authentification, directement au niveau du proxy. Lua dans du YAML, c'est pas sexy, je vous l'accorde, mais il y a la version WebAssembly qui est beaucoup plus supportée maintenant, qui va vous permettre en fait de coder ça en implémentant des interfaces fournies par le projet Istio, C++, Rust, Go, Kotlin, tout ce qui se compile en WebAssembly, et vous allez même pouvoir le partager sur ce qui est équivalent du Maven central du WebAssembly qui est géré par SoloInc, WebAssembly Hub. Peut-être que le plugin que je vous évoque existe déjà. Et il y en a plein aujourd'hui. Donc faites attention à ce que vous loadez, parce que tout votre trafic va passer là-dedans. Mais au moins, vous allez pouvoir développer et sideloader des comportements dans le proxy. Encore une fois, vous sortez les choses qui ne sont pas métiers, qui sont purement techniques de ce côté-là, si ça a un impact avec le réseau forcément. Et un élément que j'aime bien aussi, c'est la notion de mesh expansion. C'est pas tous les workloads tournent dans votre cluster Kube, mais grâce à ça, en fait, dans Istio, vous allez pouvoir installer ce proxy comme une app. apt-get install. Vous avez des paquets pour Debian, CentOS et autres. Et vous allez pouvoir donc le mettre à proximité d'une app, Stateful par exemple, un PG, et vous allez avoir de l'observabilité dessus. Et l'avantage, c'est que le proxy implémente les protocoles de communication autres que HTTP, type TCP, voire même ceux des bases de données. Postgre est un très bon exemple. Vous allez pouvoir voir et observer le temps pris par certaines requêtes SQL dans votre PG, dans le graphe de tout ce qu'on a vu tout à l'heure, par exemple dans Jaeger. Donc ça, encore une fois, ça a une valeur inestimable pour savoir où se passent les problèmes dans votre système. Et il manque une image. Elle était belle en plus. En fait, ce que je voulais vous évoquer là-dessus, c'était plein de petits voiliers. Voilà, j'ai la latence. Istio a aussi, puisque tant qu'à faire, on peut livrer des applications en ayant plusieurs versions. Istio, vous pouvez avoir plusieurs Istio en même temps dans votre cluster. L'intérêt de ça,
ne pas avoir un single point of failure qui serait Istio. Là, vous allez pouvoir déployer 2, 3, 4 versions. Et en fait, c'est les namespaces, donc les équipes généralement, qui vont choisir, ah bah tiens, je suis sur la version 1.10, on va passer à la 1.11, je la teste. Et comme ça, s'ils veulent revenir sur la version précédente, ils peuvent le faire et c'est beaucoup plus safe de faire ça que de se dire, bon, bah, on croise les doigts et on fait kubeapply et on verra si ça passe. Là, avec Istio, vous pouvez le faire. Donc, comment on démarre avec Istio? Démarrer avec Istio, simple, istioctl, installe. Ne le faites pas, il y a des paramètres à rajouter. Il y a aussi un opérateur. L'opérateur, en fait, est quasiment la même chose que le istioctl, juste est wrappé dans un opérateur qui va faire l'install pour vous. Il y a énormément de paramétrage dans Istio parce qu'il y a énormément de choses. Tous les outils qu'on a vus tout à l'heure, où stocker la data et autres, tout ça, c'est dans Istio. Donc, il faut le paramétrer. Vous avez des profils qui sont déjà préconfigurés. Vous pouvez créer vos profils à vous en fonction de la conf. Donc, et fameux profil, j'avais passé le slide. Aujourd'hui, il y a des cloud providers, j'utilise beaucoup GCP, où on peut créer un cluster Kubernetes très facilement. Avec quelques clics dans une UI, vous avez un cluster qui tourne, managé par les équipes de Google. Istio, c'est une case à cocher dans ce système-là. Et Google va installer et upgrader l'Istio pour vous. Et derrière, ça vous permet de vous assurer que la version de Kube que j'utilise est bien compatible avec cette version d'Istio. Et si on est dans un environnement cloud, on a accès à tout le système de monitoring du cloud provider. Ça veut dire que tous les dashboards dont je vous disais, les data étaient essentiels, vous allez pouvoir externaliser, le système va automatiquement les externaliser pour vous et vous se branchez à votre système de monitoring fourni par la cloud platform. Donc là, vous allez avoir, ça j'adore, le nombre de bugs que j'ai solutionné en prod grâce à ça, c'est énorme. Donc là, vous allez avoir tout, et que ce soit les services que vous avez dans votre cluster, mais même les services, dans le cas sur GCP, qui tournent en dehors de votre cluster, puisque toute la cloud platform est suivie par Cloud Monitoring. Et vous avez même les autres outils qui sont pluggables directement. Et il y a la version plus de ce plugin, qui est la version Anthos Service Mesh, qui d'ailleurs n'a que d'Anthos le nom aujourd'hui, puisque vous pouvez l'installer même sur un truc GKE sans le licensing Anthos. Et vous allez avoir en fait les dashboarding typés qui allient avec tous les éléments, le nombre de requêtes par seconde et ce genre de choses. Donc si vous n'avez pas envie... majoritairement, vous devez faire du GitOps ou en tout cas préférer peut-être la solution YAML, mais là, vous avez des dashboards et des écrans qui vont vous permettre de router le trafic directement par une UI. Là, j'ai été vraiment feignant quand j'ai pris les stats, c'était tout plat. Mais la cerise sur le gâteau, dans ce cas-là, c'est des dashboarding aussi orientés SRE, Site Reliability Engineering, qui vont vous permettre en fait de voir que vous avez fait peut-être 10 livraisons d'un composant et ces 10 livraisons ont mené à une réduction de la performance petit à petit sur certains endpoints. Et là, vous allez pouvoir le voir en comparant ce qui s'est passé entre des requêtes il y a 6 mois, 3 mois, 1 mois, et derrière, décider ce que vous allez faire. Donc c'est la philosophie avec les SLI, SLO, SLA de la philo Site Reliability Engineering. Ils ont fait un bouquin qui est disponible en ligne et gratuit. Je vous invite vraiment à le lire si c'est un sujet qui vous intéresse. Et Istio, il est disponible de plus en plus et quasiment partout. Vous pouvez l'avoir. La version que je vous ai présentée, c'était du K3S sur une VM en local qui tourne sur mon Mac, qui a 3 ans. Donc au final, maintenant, ça consomme beaucoup moins en ressources. Avec du Google Cloud, il y a 2 flavors, du Banzai Cloud, de l'OpenShift qui a son propre opérateur, de l'IBM Cloud et chez les autres cloud providers. Donc vraiment, vous avez le choix. Il y a de moins en moins de problèmes d'install et aujourd'hui, la communauté est très ouverte pour régler ce genre de problème s'il en reste encore. Voilà, merci à vous. J'espère que ça vous a plu, que cette présentation vous a permis de découvrir et de voir en quoi tout ça pouvait vous aider au jour le jour. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis tout oui. Merci. N'hésitez pas à lever la main. Il y a une main levée au milieu, je crois. Linkerd, oui. Oui. Il est beaucoup plus simple sur quel terme, désolé?
Alors Istio subit les problèmes de la 0. quelque chose jusqu'à la 1.1 où ils avaient même une notion de microservice côté Istio système. Donc là, pour répéter pour la vidéo, en fait le problème c'est la complexité d'Istio. Donc il a souffert de cette image qu'il a rattrapé depuis, mais le problème c'est que il faut que les personnes revoient ces éléments-là parce qu'il y a eu tellement de bad buzz autour de ça. Donc oui, il était complexe. Il s'est énormément simplifié avec ce merge qui est devenu Istio-D. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de monitorer, de gérer et avec le système de Canary pour Istio, de même gérer plusieurs versions en parallèle. Donc de Istio. Donc Linkerd est un très bon projet qui a fait un choix différent de ne pas prendre Envoy comme proxy. Et eux, leur proxy est codé en Rust, donc il a un intérêt. Mais par contre, il y a moins de fonctionnalités. Tous les éléments que je vous ai présentés là ne sont pas disponibles. Donc après, c'est au choix. L'intégration, moi, ce qui me plaît aussi, c'est l'intégration gérée par les cloud providers. Sur Anthos, par exemple, c'est Google qui gère Istio pour vous. Et donc, il y en a de plus en plus qui vont prendre ça. Donc, sur Google, avec Anthos, déjà sur GKE, vous ne gérez pas le control plane de Kubernetes. Là, vous pouvez ne pas gérer le control plane d'Istio et c'est tranquille. Qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, la question, c'est le surcoût lié à Istio dans un cluster. Ça va dépendre de plein de choses. C'est une réponse dans l'informatique, forcément. Après, il y a des optimisations. Donc, vu que la database et toutes les infos de routage peuvent être dupliquées sur tous les pods, il faut que tous aient l'information pour savoir quand il y a une requête qui sort. Donc, ce qu'on fait très souvent, c'est il y a des rules qui vont dire ne t'intéresse qu'à tel type de trafic. Et résultat, quand on a fait ça chez un client, on a divisé par 10 le coût mémoire et coût CPU des proxys qui tournent à côté de chacun des pods. Donc, il y a des requirements, mais ça dépend vraiment de la volumétrie. Techniquement, tu pourrais avoir une grosse consommation qu'avec une seule app, mais derrière, se faire matraquer de trafic. Donc, je suis d'accord, ça peut consommer, ça nous apporte énormément de choses, mais derrière, il faut faire le trade-off par rapport à ça et le customiser parce que le mode par défaut, il n'est pas forcément fait pour. On n'a plus de temps, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir. Un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc on peut en parler. Merci à vous.